Donc là, je suis en train de toutes les poncer, alors grossièrement. Hein. Là, j'ai pas enlevé les marques du sillage. C'est pas trop grave. L'important, en fait, c'est que quand je touche, ce soit à peu près lisse pour qu'on ne se prenne pas des chardes et qu'il y ait un aspect un petit peu mieux fini. On aurait pu faire mieux, mais bon, faut pas abuser. Hein. C'est juste quand même des portes de poulailler. Donc, déjà, si c'est comme ça, ça sera très très bien. Une fois que ce sera monté, on va tout enduire d'huile de lin. Et pour l'instant, ça sera tout. Si je vois qu'avec le temps, ça devient vraiment moche, on peindra tout simplement avec un truc coloré opaque, quoi. Là, j'essaye de rendre propre toutes les coupes. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est comme ça. J'arrondis aussi tous les angles. Je préfère quand c'est une finition arrondie. Donc je fais ça et je vous montre juste après ce que ça donne. Voilà, c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse. Donc là, le haut, ici, pour faire rentrer un peu de lumière, mais pas de prédateur, on va mettre du grillage et tout le bas sera en bois plein. Et là, on en est là, on a presque fini, je suis contente. Donc là, on a bouché tous les trous, il y avait quelques trous dans les parpaings. Et maintenant, on va appliquer un badigeon au lait de chaux, enfin une peinture à la chaux si vous voulez, sur tous les murs pour deux choses. Déjà pour réuniformiser parce qu'on a des parpaings d'un côté, de la pierre de l'autre. Deuxième part pour assainir. Donc là, dans tous les livres anciens sur l'élevage, absolument tous, dans toutes les bergeries et les poulaillers, ils passent un badigeon au lait de chaux. Parce que c'est vraiment quelque chose d'assainissant et ils le refont soit tous les ans soit tous les 2 ans. Donc nous je pense que sur la partie du haut en hauteur on le refera peut-être pas tous les ans, mais sur la partie basse je pense qu'on le fera régulièrement. C'est hyper facile, je vais vous montrer là la recette. Alors ce qui m'a donné, bon déjà j'avais ça un petit peu en tête, mais ce qui m'a vraiment conforté dans mon idée, c'est l'Instagram de la mini ferme du G. Je vous le mettrai en barre d'infos, le lien vers leur Instagram. Ils ont fait ça sur tout leur bâtiment qui est aussi en parpaing comme ça pour en faire un poulailler. Donc à l'intérieur c'est juste une peinture au lait de chaux, à l'extérieur par contre c'est un enduit chaux-sable. Donc on va faire exactement la même chose parce que je trouve que le rendu il est très bien, très bon. Et voilà. Donc là c'est parti, on va vous montrer comment on a fait le lait de chaux, sachant que j'ai pas pris la même recette qu'elle. Elle a fait juste un volume d'eau, un volume de chaux. Nous on va faire un volume d'eau, un volume de chaux, mais dans l'eau on va mettre aussi du lait de chèvre. On va utiliser le lait de chèvre qui est le plus vieux dans ce qu'on a eu. On va mettre à peu près 1 litre, sachant que le lait en fait sert de liant et surtout de colle un petit peu. Donc on va se servir de ce lait là. Il y a plein de recettes qui existent sur internet. Il y en a qui rajoutent des choses un petit peu plus complexes, du méthyle je ne sais quoi. Il y en a d'autres qui rajoutent de la pierre d'Alain. Ça dépend vraiment des recettes. Nous on a essayé de faire un truc simple et avec ce qu'on avait sur le terrain, donc du lait. Voilà. Là avant de commencer il est en train de bien aplanir. Donc là en fait c'était vraiment de la terre dure. Je pensais que c'était un rocher même tellement que c'était dur. Et voilà, histoire que ça fasse bien propre. Donc là on en est là, pour l'instant ça n'a pas séché encore. Il faut qu'on finisse là. Ce côté aussi a été fait. Alors tant que c'est pas sec et qu'en plus c'est la première couche, ça rend pas fou. Mais là on voit quand même sur le mur que ça commence à s'éclaircir. Toute cette partie là est en train de sécher. Donc là ça va faire exactement pareil. Et voilà, donc là on a fait en gros 2 murs sur 3. Bon alors là on en est là. Au final ça fait plus crépi que badigeon parce que la deuxième couche je l'ai faite vachement plus épaisse. Et je l'ai vraiment, avec le pinceau, je l'ai écrasé, je sais pas comment vous dire, pour que ça rentre bien dans les joints. Et finalement, il n'y a plus beaucoup de fentes. Donc je pense que c'est mieux pour les peaux rouges. Là par exemple, vous voyez, là il y avait des fentes ici, là. Bah là c'est rebouché. Bon, on voit quand même encore un petit peu, mais c'est bouché, c'est pas creux. Et donc voilà. Et donc là on va attendre que ça sèche parce que là vous le voyez un petit peu brun. Mais normalement en séchant, ça va devenir bien plus clair comme ce que vous voyez en haut comme ce que vous voyez là-bas en haut dans le coin. Voilà une fois sec ce que ça donne. Franchement c'est pas mal. Je pensais pas qu'on aurait un rendu aussi propre. Ça a quasiment bouché tous les joints entre les parpaings. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a plus vraiment de fente. Alors à quelques petits endroits genre ça. Si je vois que c'est vraiment des nids à poux, on refoutra un petit peu d'enduit dedans, mais je pense pas. En plus là il n'y aura pas de choses collées à ces endroits, à ces hauteurs sur les côtés normalement. Bon alors là j'ai poncé les... Alors c'est pas des tasseaux. Des linteaux. Des linteaux. Mon grand-père il appelle ça des linteaux, moi j'appelle ça des tasseaux. Mais bon c'est pas grave. J'ai poncé tout pour que ce soit doux, comme la peau d'un bébé.
J'ai été jusqu'au grain 120, j'ai pas de 200, j'aurais pu pousser le vis jusqu'au 200, mais là 120 c'est pas mal. Et j'ai cassé tous les angles. Je sais pas si c'est assez, bon là j'ai quand même fait pas mal hein, pour que ce soit doux et agréable quand je serre ma main autour, quoi. Si ça fait mal et que c'est coupant, c'est que c'est trop anguleux, là je pense que ça va. Sinon on le refera un petit peu plus. Mais là je l'ai fait avec la ponceuse au grain 40. Voilà. Donc là maintenant, il va s'agir de fixer des petits charnières. Des équerres, ouais. Là on va fixer des petites équerres pour les perchoirs et ensuite on fixera les équerres pour les pondoirs du haut. Là j'ai eu l'idée d'un truc assez sympa qui pourrait être sympa. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, là le mur en pierre, bon bah bien sûr c'est pas parfait, mais on l'a quand même passé au lait de chaux pour assainir un petit peu. Ça a bouché quelques fentes, mais bon bien sûr il y en a qui sont un peu trop grosses. On aurait pu faire les joints comme il faut, etc. Mais bon c'est un poulailler, hein. Je pense que ça peut le faire comme ça, quoi. Donc là j'ai fait mes marques pour prendre mes repères, pour savoir à peu près où on va mettre les pondoirs. Le bas du pondoir il sera ici. Et ça sera le haut. Parce qu'en fait, les poules, elles aiment bien être dans une atmosphère un peu sombre. Donc si je laisse ouvert en haut, elles vont être moins propices à aller ici pour couver, pour pondre. Donc il faut que ça fasse quand même un petit truc fermé, un peu comme une boîte, si vous voulez. Donc le haut sera à ce niveau-là, le bas ici. Ensuite, la première ligne de perchoir sera à 66 cm du mur. En gros, il y aura 33 cm de pondoir, plus devant 33 cm pour que les poules puissent aller du perchoir au pondoir. La ligne, je l'ai faite ici. Et ensuite, encore 50 cm plus bas et en décalage encore vers ici de 33 cm. Donc, c'est-à-dire à 3 fois 33 cm, 99 cm du mur. On aura ici notre dernière ligne de perchoir, sachant que c'est pas ultra droit. Le niveau du sol ici, c'est de la terre battue, hein. Le niveau du sol ici est un tout petit peu plus bas par rapport à là-bas de 1/3 de parpaing. Donc ici, ce sera le plus haut. Et en fait, j'ai pris comme repère, il fallait en fait que je puisse enjamber ce premier perchoir très facilement, hein, pour que quand on sera un peu plus rouillé, on galère pas trop. Parce qu'en fait, comme on sera à 1 mètre en gros des pondoirs, il faut que je puisse me rapprocher au moins à 60 cm, ce qui correspond à peu près à ma longueur de bras pour pouvoir aller choper les œufs dans le pondoir. Toutes ces mesures, là, 33 cm, 50 cm de décalage entre les perchoirs, je les ai pris dans le livre où je vous ai mis les screens vous savez, dans l'onglet communauté. J'essaierai de vous mettre le lien du post, si c'est possible, dans la barre d'infos. En gros, le livre, ça s'appelle le traité d'architecture rurale. Il a été écrit, alors je ne sais plus l'auteur, ça date de 1810 et vous avez l'accès gratuit à ce livre en PDF sur Gallica, là, vous savez, la grande base de données de tous les vieux livres. Donc si vous voulez aller voir, il y a plein de choses intéressantes dedans, que ce soit pour les poulaillers, bergeries, les ruchers, tout, la laiterie, etc. Vous avez plein de plans. Alors c'est fait de façon pratique, mais il y a aussi beaucoup d'esthétisme en fait, parce que je pense quand même que c'était pas pour le petit poulailler familial, c'était plutôt pour les grandes exploitations bourgeoises. Vous savez, quand nous par exemple sur cette ferme ici, il y avait en gros la famille de base qui possédait toutes les terres et la grande maison là où j'habite. Et ensuite, ils avaient tout un tas de métayers qui travaillaient pour eux. Et en échange de leur travail, ils leur fournissaient le gîte et le couvert. Donc, je pense que ce genre de traité était plutôt destiné aux grandes familles comme ça, qui voulaient faire des choses productives, fonctionnelles, mais aussi une partie un petit peu esthétique pour que ça soit en accord avec les espèces de grandes maisons bourgeoises, les châteaux. Nous, à côté, la Métante, elles ont comme une sorte de mini-château avec une tourelle, quoi. Donc, je pense que c'était plutôt pour ce genre de famille que pour le petit poulailler de gens classiques, on va dire, quoi. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre une petite équerre quand même au milieu pour que ce soit parfait, mais elle penche beaucoup moins que ce que je pensais. Je pensais que ça ferait vraiment un glouc, parce qu'on est quand même sur 4 mètres. Voilà, et ensuite, on va faire la même chose en haut pour le toit, en fait, le toit des petits trucs. Toit des petits pondoirs. Est-ce que ça, c'est pas absolument satisfaisant ? Donc voilà, on en est là. Je vous montrerai la suite dans le prochain vlog. Je pense que ça sera juste un vlog dédié au poulailler pour vous montrer du coup ce qu'on a fait et mieux vous expliquer. Parce que sinon là, le vlog il va être beaucoup trop long.
Donc là, on est sur la partie où il y aura les pondoirs. Il faut que ma tête puisse voir les œufs et que je puisse les attraper facilement. Donc là, c'est à peu près la bonne taille. Et puis en plus, ils sont bien en hauteur, donc elles se sentiront un petit peu en sécurité. Et puis du coup, là, il y aura un perchoir là et un petit peu plus bas. Et donc toute cette partie, ça sera la partie dortoir et la partie pondoir. Je vous expliquerai le système que j'ai inventé cette nuit pour que la partie pondoir puisse se changer en couvoir, mais juste en couvaison naturelle. Et ensuite, par contre, une fois qu'il y aura les poussins qui auront éclos, on les balancera dans le poulailler du haut pour bien séparer en fonction des âges. Il y a 2 avantages quand même à séparer les âges, je vous l'ai déjà dit dans la publication. Le premier, c'est que déjà les adultes, enfin ceux qui sont un petit peu plus vieux et plus gros, vont commencer à piquer la place des tout petits, donc ils auront moins de nourriture, ils vont grandir moins vite. Et le deuxième problème, c'est que les jeunes sont plus sensibles à tout ce qui est coccidie, petits virus, petites bactéries par rapport aux adultes. Donc si vous les faites vivre au milieu des adultes qui sont eux un petit peu immunisés à force d'avoir été en contact avec toutes ces souches, eh bien vous pouvez avoir des problèmes de perte. Donc c'est pour ça qu'on a décidé qu'il fallait vraiment qu'on sépare chaque bande d'âge différents. Alors cette année, les haricots marchent vraiment bien. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a en préparation là. C'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est bien mieux que l'année dernière. Alors la différence, c'est que là, le sol est un petit peu plus riche puisque l'année dernière, j'avais juste retourné une nouvelle parcelle sans l'amender parce que je pensais que les haricots préféraient les sols pauvres. En fait, je me rends compte que, pauvres, entre guillemets, hein, ils aiment bien quand même avoir une bonne terre. Peut-être pas trop riche comme les tomates, mais ils aiment pas non plus avoir une... Là, il y a qui chasse en même temps, c'est ça, ce gros prix. Donc ils aiment quand même avoir une terre un minimum riche. Et là en fait j'avais mis les choux l'année dernière, donc c'était assez riche. Et ensuite j'ai repaillé un petit peu, juste avec un tout petit peu de tonte quoi. Et voilà, et ça a l'air de vraiment leur plaire, parce que franchement ils sont beaucoup plus beaux que l'année dernière. Vous voyez que là il y en a vraiment partout des haricots. Voilà les productions juste d'aujourd'hui. Là on est jeudi, donc là je vais pas transformer grand chose à part le lait. Donc là par exemple pour le lait, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc en fait le lait c'est un roulement. Aujourd'hui j'ai fait ce fromage frais que j'ai mis en boîte. Je l'ai laissé sécher hier. Là j'ai fait bouillir le lait de hier que je vais mettre dans la yaourtière aujourd'hui. Le lait d'aujourd'hui je le garde et demain quand j'aurai le nouveau lait frais du jour, je vais faire le fromage avec présure. En fait, en gros, ça fait un coup fromage avec présure, un coup yaourt pour fromage frais. Et là, j'ai rajouté un cycle que je faisais pas avant, c'est un coup pour faire du fromage blanc parce qu'en égoutant le yaourt au lait de chèvre, ça me fait du fromage blanc. Donc du coup, je fais ça. Donc ça, je le transforme au jour le jour, sinon je m'en sors plus avec le lait. Il faut vraiment... voilà, ça on peut pas attendre. Les oignons, ils vont sécher un petit peu au soleil. La récolte d'oignons n'a pas été ouf. Alors là, on a une caisse qui est bien sur 1 mètre carré. Là, j'avais mis des crottes de poule l'année dernière. Donc vous voyez, encore une fois, l'oignon, on dit que ça veut pas forcément un sol très riche. Ben, pour le coup, les meilleurs oignons, c'était dans le sol le plus riche. Là où j'ai mis dans mon sol de base, ça a été une catastrophe. Ils sont tout petits comme ça, j'en ai pas beaucoup. Ils sont tous montés en fleurs. Alors je sais pas si, peut-être que comme ils étaient plus bas, ils étaient moins hauts, donc ils se sont pris plus de gelée. Franchement, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, de toute façon, cette année, j'en ai pas planté beaucoup. Bon, c'est pas un truc qu'on mange en énorme quantité. C'est vrai qu'on fait pas de tarte à l'oignon. Les autres années, si j'en fais plus, je ferai peut-être plus de plats comme ça à base vraiment purement d'oignons. Sinon, nous, on en met en fait quelques petites lamelles dans chaque plat, quoi. Donc là, ça devrait tenir, sachant qu'aussi, on avait des oignons qu'on a mangés en verre. J'ai quand même de la ciboule de Chine qui fait aussi des simili-oignons. On a aussi planté de l'échalote qu'on n'a pas encore ramassée, mais je pense qu'elle est décevante. L'ail, la première ail rose d'automne, ça allait à peu près. Et je pense que l'ail de maintenant, là, elle va être pas terrible. Voilà, les œufs, je vais peut-être faire un flan
aux œufs ce soir. Je sais pas, ça dépendra si j'ai le temps. Bon, il y a juste une courgette, mais on en a ramassé pas mal les autres jours, là, donc on en a d'avance. J'ai fait un gâteau au chocolat à la courgette pour les passer aussi. On a fait pas mal de courgettes à la poêle. On a fait pizza courgettes. On a pas mal passé les courgettes pour l'instant, on se débrouille bien. Les haricots, j'en ai au frigo. Là, peut-être que si j'en ai trop dans 2 jours, et ben, ce week-end, je vais faire quelques bocaux. Au moins 1 ou 2 avec peut-être légumes du soleil, courgettes, tomates. Alors, au niveau des tomates, on en a des variétés. On a des comme ça, on en a des bien grosses. Les Roma, en fait, cette année, c'est la première fois que je fais la tomate Roma, parce que normalement, la tomate Roma, c'est la tomate qui est utilisée par les industriels pour faire les sauces tomates. Donc ça, c'est du F1, je pense, parce que ouais, ça doit être du F1, ça. Et chez moi, ça marche pas. Parce qu'ils sont pas habitués à vivre à la dure, je pense. Enfin, ça marche pas. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Ça fait comme des énormes grappes de tomates cerises, mais elles sont petites. Alors, ça vient, je pense, du fait qu'il y a eu la sécheresse, donc j'ai peu arrosé. Il y en a quelques-unes, vraiment pas beaucoup, mais qui ont commencé à faire un petit peu de cul noir. Mais ça va, hein, globalement, vous voyez, les autres ne l'ont pas. Mais c'est vrai que toutes les tomates qui vont être de variété allongée, d'habitude, j'en fais pas en fait. Parce que moi, je vais avoir des problèmes de cul noir parce que je suis pas quelqu'un qui arrose beaucoup et qui arrose très régulièrement. En gros, j'arrose quand c'est vraiment des épisodes de sécheresse de ouf. Donc voilà. Moi, les tomates qui se plaisent chez moi, c'est plutôt la rose de Berne, ce genre d'espèce de cœur de bœuf. Voilà, les choses comme ça pousse bien. Ça pousse vraiment bien. J'ai laissé le petit lait que j'ai goûté pour les yaourts parce que je vais en remettre pour me refaire ma tournée de yaourt. Alors là, je suis en train de faire des petites pizzas. Alors en fait, c'est inspiré quand même d'une recette turque. Ça s'écrit lamakoun. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle. Je vous le mettrai sur l'écran. Donc en fait, la base, c'est une pâte ultra fine. Donc là, je vais mettre de la sauce tomate et du fromage de chèvre dessus. Il faut savoir que dans cette pâte à pizza, comme je ne peux jamais suivre une recette normale, j'ai rajouté on va dire à 1/3 d'eau, j'ai mis du lait de chèvre à la place. Du coup, j'ai pas mis de sucre. C'était pour m'éviter d'avoir à utiliser du sucre. Donc du coup, comme ingrédient qui ne m'appartient pas entre guillemets, j'ai utilisé que de la farine et un peu de levure de boulanger. Donc là, maintenant, je vais mettre du fromage de chèvre dessus, pareil de nos chèvres. Alors, c'est un fromage de base frais que j'ai fait avec la présure et kéfir de lait. Et ensuite, ce fromage, je l'ai bien sûr égoutté. Au lieu de le laisser s'affiner, je l'ai directement ensuite salé, mis au frigo. Et là, ça fait à peu près 1 semaine qu'il est là. Donc, il a un goût assez fort de fromage de chèvre, mais pas non plus ultra fort, quoi. Et c'est quand même très bon. Et donc là, on va mettre ça sur le dessus de la pizza. Vous pouvez rajouter des petits épinards, des petits trucs comme ça. Et on le passe au four ensuite, comme une pizza normale. Le but, en fait, c'est que c'est très fin, en fait. Vraiment super fin. Faut pas qu'il y ait de l'épaisseur comme une pizza normale, quoi. Là, je vais mettre au four. Et ensuite, quand ça sortira, je mettrai un petit peu de basilic dedans. Donc là, je prends un petit bâton tout petit, hein, on va dire ça, cette quantité. Comme le truc qui va être très fin, en fait, vous n'avez pas besoin de prendre gros. Ensuite, je le pose là. Je mets un petit peu de farine là pour que ça ne colle pas à mon petit rouleau. Et je roule. L'idée, c'est que ce soit ultra fin. Alors, ce petit rouleau, il est plus pratique à nettoyer que si j'avais un rouleau en bois. Et j'aime pas trop le plastique. Je trouve que c'est pas vraiment durable. Donc là, c'est du marbre. Tu veux passer un peu comme Brad. Ah oui, je sais. Je vais pas faire ça, tu vois ce que je veux dire. Je sais, mais c'est pas pratique pour... Je comprends. Je peux pas tourner là, vu que t'es à côté de moi. Je sais pas comment. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a déjà mangé une, on va manger la deuxième. Et c'est super bon. Je suis trop contente de mon fromage. Je trouve qu'il a vraiment le goût d'un vrai fromage, quoi. Il est pas du tout foiré. Ce que je faisais souvent avec les yaourts, au final, quand il s'affinait, le goût était pas parfait comme ça. Mais là, vraiment, je suis très satisfaite. Là, j'ai trouvé une scierie qui est vraiment pas loin de chez nous, où le bois est vraiment pas cher. On a fait du coup des super affaires parce que là on va faire l'escalier pour mener aux toilettes et à la salle de bain. Donc on a commencé juste pour faire un test et voir ce qu'on obtenait. Et là c'est super doux, je suis trop contente. Donc ça c'est du chêne, il fait au moins 30 mm d'épais.
même peut-être légèrement un peu plus, il faut que je mesure. Donc ça sera pour la marche, et j'en ai des un petit peu plus fines qui doivent faire 22-23 mm d'épée pour la contre-marche, parce qu'il en avait plus en fait, il fait quand même beaucoup de Douglas, il n'a pas énormément de chaîne, et là franchement une fois que c'est poncé, c'est un super joli bois. Là je vous montre le bois brut comment il est, voilà. Et donc là il faut qu'on ponce tout pour avoir ce rendu là. Et là l'arête elle est dure, mais moi du coup j'ai essayé en cassant comme ça juste à la ponceuse, hein. Et je pense qu'on va faire comme ça va faire trop beau. Donc là je suis assise sur la planche sur les tréteaux, c'est juste pour la maintenir parce qu'il faut beaucoup de force. Et je passe d'abord un coup de rabot pour enlever ça là, vous voyez, là je suis passée, ça l'a enlevé, et je vous montre un endroit où je suis pas passée. Voilà, sinon à la ponceuse ça met trop longtemps. Donc ça c'est ce que j'ai enlevé. Et en fait il faut juste pousser, voilà, moi je fais comme ça. Je fais comme ça avec les deux mains bien sûr. Donc là je suis en train de tenir le téléphone. Donc ça va mettre tout son corps un peu dessus. Et vous voyez là ça part. Ça marche super bien. J'ai pris une brocante, 1 €. Ça marche super bien. Bon, aujourd'hui on a une grosse journée. Donc là j'ai ramassé ça hier soir. Et il y a 2 jours avant hier soir, donc avant hier soir. Je vais faire quelques bocaux parce qu'il y en a un petit peu trop pour une conso du jour, alors qu'on a plein d'autres trucs à manger, on a plein de courgettes, on a plein de tomates, etc. Donc là je vais faire quelques petits bocaux de haricots au naturel. Donc moi je commence par les blanchir, il y en a qui les blanchissent pas, vous faites comme vous voulez, ceux-là ils vont être blanchis. Je fais ça, après on va la traite. Là on est sur à peu près 2,5 kg de haricots. Après vous passez tous vos bocaux dans l'eau bouillante pour les stériliser, entre guillemets. Et ensuite vous allez pouvoir, une fois que vos haricots seront blanchis, les entasser dans les petits pots. On utilise des pots de 1 litre parce que c'est la quantité qu'il nous faut pour 2. Bien sûr, il faut que vous adaptiez la taille de vos pots au nombre de personnes que vous êtes, sachant que moi j'aime pas trop en avoir en rab par rapport à un plat. Alors c'est peut-être psychologique, mais comme c'est des trucs qui sont stérilisés par nous-mêmes, je me dis qu'après, bon, une fois que c'est ouvert, il ne faut pas les garder trop longtemps et tout, voilà, pas comme une boîte du commerce. Donc je me débrouille pour qu'en gros j'ouvre et on mange. Bon, j'ai eu un petit peu trop de bocaux, du coup j'en ai sorti 2 fois trop, mais c'est pas grave. Donc là on va rajouter la saumure à 2%, un petit peu de sel dans de l'eau, vous la faites bouillir, vous la versez dedans. J'ai fait bouillir mes joints, je les ai mis. Dernière chose aussi, pensez bien à tester vos bocaux avant, les fermer et vérifier si la fermeture marche bien. Parce que ça m'est arrivé une ou deux fois d'oublier en fait et de me rendre compte que ça ne marche pas, et donc il faut vider le pot et c'est pénible quoi. Donc là les chèvres elles sont en train d'arriver pour la traite. Vous voyez qu'elles sont super loin. Mais dès qu'elles entendent, alors quand elles sont proches, elles entendent la voiture, elles arrivent. Quand on arrive et qu'elles sont très loin comme ça, là elles sont quasi au bout des 4 hectares. On les appelle, et puis on peut faire ça aussi. Ça leur permet de nous entendre et de savoir qu'on est là quoi, et de venir. Allez, allez. C'est trop rigolo de les voir faire. Allez, plus vite, on se dépêche. Ils sont bien éduqués, vous avez vu ça un petit peu? Oui. Allez, on commence par Blanchette. Allez, ça c'est Blanchette. Oui. Attends, petite Blanchette. Tu filmes? Donc là, je fais sortir juste le premier jet. Et ensuite, je mets direct le seau. Avec elle, je peux mettre directement le seau. Avec l'autre, je fais à la casserole parce qu'elle a tendance à mettre le pied dedans. Et là, maintenant, j'arrive avec les deux mains. J'ai progressé par rapport à avant. Je pense que je peux encore progresser sur le débit qui sort. Donc là, on voit que la chèvre, pendant que je traite, elle est en train de ruminer. Elle cherche pas forcément à manger quelque chose, donc maintenant, on leur donne plus rien. Et on n'a plus besoin de l'attacher, alors qu'au départ, on l'attachait quand même parce qu'elle avait tendance à bouger. Maintenant, elle est habituée, ça va. Alors des fois, quand je mets trop longtemps en fin de traite, Abdel est obligé vite fait de l'occuper.
Mais sinon, ça va. Pour l'instant, je peux de mieux en mieux me débrouiller toute seule sans qu'Abdel soit là à côté pour la traite. Donc là, j'ai fini. Donc j'ouvre ici. Donc là, en fait, ça la maintient juste sur le côté. C'est juste pour pas qu'elle vienne vers moi. Là, ensuite, on va sortir. Attendez, hop, je me lève. Donc je la sors. Enfin, je me sors. Et il y a l'autre, en fait, qui va direct prendre sa place. Oui, tu sais que c'est à toi. Tu sais que c'est à toi, Nénou. Et on la met dans le bon sens. Et on ferme. Tout simplement. Et voilà. Ensuite, je reprends place. Oui. Alors ça, c'est l'échouille. Elle veut que des petites léchouilles. Oui, sa petite langue qui sort. Oui. Tu veux que des petites léchouilles, toi. Alors elle va l'échouiller au début, pendant que je vais traire. Donc là, elle a un tétou qui est très très gros. Il est vraiment pas facile à traire, celui-là. Oui. Il est asymétrique. Mais là, ça s'améliore. Hein. C'est de moins en moins pire. Et voilà, là, en fin de traite, vous voyez vraiment franchement la différence. Son petit tétou, il est tout vide. Celui-là, bon, il est un peu trop vieux par rapport à l'autre, mais il est vide aussi. Faut vraiment, c'est très très important que vous les vidiez au maximum. Sinon, après, ça peut faire des mamites. Et voilà, donc là, elles sont quand même vraiment mieux quand elles sont comme ça. Elles se sentent moins tendues, on va dire. Donc là, j'ai mis la traite d'aujourd'hui. Un petit pot pour la crème, un pot pour le lait écrémé. J'en ai 2. J'ai mis ça, c'est juste pour qu'au moment où je fais l'échange, du coup, il n'y ait pas trop de pertes. C'est récupéré là-dedans. Et ensuite, je mets au frigo tout en fait tout prêt. Donc là, dès que j'arrive de la traite, je filtre. Il y en a pour 2 secondes et je mets tout dedans. Donc la crème, bien sûr, il y en a très peu. Là, c'est la fin. On va bien tout sortir. Donc là, vous attendez que ça s'égoutte et après, moi, je le démonte pour récupérer le maximum de crème parce qu'avec le lait de chèvre, vous n'avez vraiment pas beaucoup de crème. Hein. Vous avez vu, pour la traite du jour, il n'y a que ça comme crème. Donc si vous voulez faire votre beurre, vous n'allez pas en avoir des masses. Hein. En 2 jours, voilà la quantité de crème. Demain, on va peut-être essayer de faire du beurre pour que vous puissiez voir avec la traite de demain, ça fera une traite de 3 jours. Faut pas trop attendre hein, parce que c'est quand même de la crème crue hein, là. Donc même 3 jours c'est limite. Mais bon, on va faire quand même juste pour voir.